quand vous voulez, ça tourne. D'accord. Bonjour Jean-Michel Billot. Si tu te rappelles, nous étions à San Francisco, chez Belleville. Cisco, Ouais, chez Cisco, exact. dans une conférence qui devait s'appeler Connected Urban Development, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et c'est le moment où on commençait à voir émerger ces questions de développement durable. À l'époque, tu n'étais pas très convaincu du sujet. Non, c'est vrai. Tu croyais plutôt à l'axe social des choses. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup bougé ces dernières années. On est passé du parti des gens qui étaient dans une entrée environnementale, qui avaient du mal à parler à ceux du social, donc digital divide, etc. Et on a un peu l'impression que tous ces gens d'environnement arrivent vers le social et les gens du social arrivent vers l'environnement. On a écouté ce soir Daniel Kaplan, Benoît Thiolin, etc. T'en es où par rapport à ça? Ça t'intéresse l'écologie? Ah oui, oui, ça m'intéresse énormément, d'autant plus que je suis dans une start-up écologique, dont je pourrais vous parler tout à l'heure, qui va annoncer des tas de choses tout à fait intéressantes. Euh, En fait, je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. Parce que tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, les gens, ici ou ailleurs, ont les pieds dans la glaise. Et je veux dire par là que les êtres humains que nous sommes, sans trop remonter très haut, nous sommes sur cette terre à cause d'un accident climatique. Grâce à un accident climatique, sinon on ne serait pas là, il y a environ 100 000 ans. Donc on s'est répandu sur Terre et on a fait deux grandes révolutions. La révolution agricole il y a 100 000 ans et la révolution industrielle il y a 300 ans. Et nous sommes en train de démarrer la troisième, qui sera à mon avis la dernière. Alors pour faire une révolution, il faut deux ingrédients majeurs. La première, c'est qu'il faut que des gens inventent des technologies. Si tu n'as pas de technologie, tu n'as pas de révolution. Donc la première, c'était la poterie, le licou, le néolithique, etc. Plus près de nous, la révolution industrielle, ça a été le moteur à vapeur, l'électricité, etc. Donc ça, c'est le premier ingrédient, c'est la technologie. Aujourd'hui, on a aussi de nouvelles technologies, dont on va parler après. La deuxième chose qu'il faut, pour faire du développement à partir de ces révolutions, il faut de l'énergie dont le prix relatif est le plus bas possible pour faire du développement. Dans le cadre de la révolution agricole, c'était le servage. Du temps des Grecs, j'ai trouvé des estimations. Environ 30% de la population étaient des serfs, enfin étaient des gens, des esclaves, pardon. Et les esclaves, en France, l'esclavage a été aboli en 1848 seulement. La deuxième révolution pour l'innovation, ça a été les énergies fossiles, les énergies renouvelables fossiles. Les énergies fossiles, pardon. Je commence à fatiguer là. Mais qui était déjà une énergie peu chère, parce que l'inconvénient du pétrole, c'est qu'il est pratique et peu cher. Voilà, sinon tu ne fais pas de développement. Alors maintenant, on s'aperçoit que les énergies fossiles créent des problèmes. Et donc aujourd'hui, on démarre cette troisième grande révolution, et c'est une révolution comme les précédentes, c'est-à-dire que ça va tout changer. Ça va changer l'économie, le politique, l'élite, etc., etc. Et le soubassement, c'est l'Internet. Au même titre que le soubassement pour la révolution industrielle a été l'imprimerie. Donc là, on a l'Internet, on a la mécanique Internet, et dessus, on empile d'autres technologies comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens ils peuvent parler entre eux. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas, sauf au bistrot. Ensuite, toute cette numérisation qui est en train de se mettre sur pied est en train de disrupter le système. Le mot disruption est un mot à la mode. Donc tu as Jeff Bezos qui a commencé à disrupter le commerce. Tu as ensuite ce site en train de s'étendre avec les réseaux sociaux, Google, etc. Et ce mouvement est en train de partir dans d'autres secteurs d'activité des humains. Le secteur en ce moment qui va se faire probablement disrupter, c'est la santé, c'est les médecins. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours, mais les médecins, surtout français, ne le croient pas. Et tu as aujourd'hui moi, comme je suis amputé d'une jambe et que mon chirurgien à qui je demandais à quoi c'est dû, une rupture d'anévrisme poplité, il m'a répondu ça doit être génétique. Donc je me suis intéressé à la génétique et donc j'ai suivi des cours sur des MOOC américains sur la génétique. Donc je me suis intéressé à tout ça et en 2011, j'ai commencé à voir arriver les startups américaines dans la e-santé. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a plus de 10 000 startups américaines dans la e-santé. 10 000. 10 000 Financées à hauteur de plus de 10 milliards de dollars par les VC américains. Ces startups vont débarquer en Europe.
Et malgré vos lois extrêmement coercitives dans la gestion de votre santé et de l'information sur votre santé, vous allez tous y passer. Là-dessus arrivent, ces startups ont pavé la route des GAFA, des Google, des IBM, etc. IBM a un système qui s'appelle le Watson, qui est un ordinateur en deep learning, c'est d'intelligence artificielle, qui travaille déjà avec des médecins américains. Et le Watson, on peut lui parler, il comprend l'anglais. Il est en train d'apprendre le français. Et je pense que dans les mois à venir, en France, on va annoncer que le Watson travaille avec des médecins français. Et là, ça va faire très triste dans le Conseil de l'Ordre. Et le Watson est devenu, disent les spécialistes, le premier cancérologue au monde. Donc c'est un ordinateur, c'est plus un être humain. Donc la santé. Ensuite va arriver l'énergie, dont on a parlé tout le temps. L'énergie, pour moi, j'ai entendu des gens là qui dans 10 ans ont remis la clé sous le paillasson. Je donnais un pas de nom. L'énergie, c'est le solaire, même si on n'en a pas beaucoup ici. C'est le vent. Hein. Le Danemark, par exemple, produit de temps à autre plus de 150% de sa consommation quotidienne et nous revend de l'électricité fabriquée avec du solaire. Ensuite, c'est l'arrivée des batteries, comme on a vu. Mais le stockage, c'est l'un des plus importants aujourd'hui, qui va devenir le plus important, c'est Tesla, enfin c'est Elon Musk, avec ses batteries là-dessus. Alors moi qui suis un simple citoyen, je veux avoir des panneaux solaires sur mon toit, dont les taux de rendement d'ici 5 ou 10 ans vont passer à 30%, et je veux une batterie chez moi. Et je ne veux pas que je revende cette électricité. Je veux la garder pour moi, je ne veux pas la revendre à d'autres. Ça veut dire que tu ne veux pas te connecter sur le réseau? Je veux me connecter sur le réseau que si j'en ai besoin. Mais je ne veux pas qu'on me pique mon électricité. Tu vois ce que ça veut dire? Bon, l'énergie... Parce que tu n'as pas envie d'ubériser les choses, de faire du commerce, ou c'est parce que... Si, tu pourras faire du commerce si tu veux. Tu pourras monter un microgrid, donc un microgrid local. Par exemple, la ville de Brooklyn aux États-Unis, qui est l'EDF local, a mis en place des microgrids et donc les gens se débrouillent eux-mêmes. Donc tu veux bien vendre de l'électricité, mais pas EDF? Non, ouais. On peut parler, il n'y a pas de journaliste là? Non, mais on diffusera de toute façon assez largement. Donc de toute façon, on est là pour la liberté de parole. Je dis quand même aux gens d'EDF, vous en avez encore pour 10 ans pépère, hein, à mon avis. Ensuite, ça va être le transport avec les voitures robots. Oui. Ça, c'est pour dans 5 ans, je pense. Le week-end dernier, j'ai fait un tour en Tesla robot. Donc, extraordinaire. On a lâché le volant, on a lâché les pédales, oui. Et la voiture, elle a avancé sans problème. Et nous, on discutait à l'arrière de la voiture. En sécurité. Et ça, les voitures robots, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ça va aller très loin. Hein. Je pense que d'ici 10 à 15 ans, les gouvernements vont interdire aux êtres humains de conduire des voitures parce qu'on n'est pas fiable. Moins que la machine. Moins que la machine, et nous ne sommes pas fiables. Et donc là, il n'y a plus besoin de passer de permis, il n'y a plus besoin d'assurance, il n'y a plus besoin de ceci, il n'y a plus besoin de cela. Ensuite, ça va être tout ce qui concerne la gestion de l'eau. En France, nous avons 35 000 points de captage et nous avons un réseau d'eau de l'ordre de 350 000 km. Ce réseau est pourri. Il y a des trous dans tous les coins. Sur 5 litres d'eau qu'on capte, on en perd 1. Et donc aujourd'hui, vous avez des startups qui mettent sur pied des mécanismes numériques avec du hardware quelconque qui passent dans les tuyaux, qui repèrent les fuites et qui ferment la fuite sans ouvrir la route. Ensuite, ça va être les poubelles. Là aussi, c'est un très gros problème. Les poubelles, vous avez des poubelles en Finlande qui tweetent. Quand elles sont pleines, elles tweetent. Et donc, ça fait une économie de 40% environ sur le passage des camions poubelles, etc., etc. Et le dernier point, ça va être la démocratie. Et alors là, la démocratie, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais tu as déjà en France des essais. Par exemple, une start-up qui s'appelle Flicity, qui est en train de mettre sur pied un espèce de réseau social à la Facebook, mais pour une collectivité locale. Donc la ville de Vernon, par exemple, pas loin de chez moi, est en train d'installer ça. Ensuite, tu as d'autres personnes qui ont mis sur pied une plateforme pour les présidentielles de 2017. Ça s'appelle laprimaire.org. Je me suis inscrit et je vais peut-être me présenter d'ailleurs pour la présidentielle de 2017. J'espère que les gens qui sont là voteront. Il y a des fans. Voteront pour moi. Mais là, il y a deux questions par rapport à ça. La question d'abord, c'est où est l'emploi? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non. On est bien d'accord. Ouais. Et où est la libre décision, l'expression d'une liberté? Parce que on conduit plus sa voiture, on choisit plus ce qu'on mange, on choisit plus sa santé. Mais, cher ami, ma grand-mère n'avait pas de voiture. Il y a des tas de gens qui n'ont pas eu de... Il y a eu 110 milliards. J'ai pas dit qu'il fallait avoir... Je parle de la liberté de choix
et de conditionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'où on est dans une capacité de choix. Parce que la question de la voiture sans chauffeur aujourd'hui, c'est celle de qui est responsable en cas de souci. Parce qu'il y a toujours des soucis. C'est celle du film iRobot, où il y a ce policier qui est sauvé par un robot parce qu'il doit avoir 70% de chances de s'en servir, alors que la petite gamine de 13 ans, elle, est à 75%. Il y aura naturellement, en tout cas au début, pas mal de problèmes, surtout s'il y a des voitures robots et des voitures conduites de façon traditionnelle qui circulent en même temps. Et je crois que la plupart, Google a sa voiture, sa Prius, là, qui a fait plus de 1 million de kilomètres dans 4 États américains. Ils ont eu seulement 11 accidents dont ils ne sont pas responsables, des accidents bénins. En ce moment, ils sont en train de tester leur pot de yaourt là, sans volant et sans pédale dans Mountain View. Pour l'instant, d'après ce qu'on sait, ça se passe bien. Mais quand tu regardes les analystes américains, parce que les analystes américains, ce n'est pas des journalistes français. Les journalistes français, c'est thèse, antithèse, synthèse. Ok, il va y avoir des voitures robots, oui, mais ça peut ceci, donc on fait rien. Et en France, on ne fait pas grand-chose de ce côté-là. Donc tu auras des voitures robots, parce que tout le monde a intérêt à la voiture robot. D'abord les grands, moi je veux une voiture robot, parce que je ne veux plus conduire, je perds mon temps. Mais moi aussi. Eh ben, donc je veux une voiture robot. On est au moins deux. Donc, tu parlais de l'emploi. Les robots, il y a le monsieur de la Fouchardière qui a présenté son robot, etc. Cette industrie va piquer de l'emploi. Quand tu lis les grands économistes américains comme Brent Marshall sur la robotique nation, dans 10 ans, 50% de la population américaine est au chômage. Question, comment tu fais pour régler le problème? Parce qu'il y aura un problème. Si tout le monde est au chômage et en France, on a dépassé les fins de droit, ça va être la révolution. D'accord? On va se retrouver à Versailles, dans la salle du jeu de paume, et puis on va couper des têtes. Comment tu fais pour que ça n'arrive pas? Il n'y a qu'une seule façon, c'est le revenu de base. On est d'accord. Eh bien, le revenu de base, est-ce que tu entends nos grands politiques en parler? Très peu. Bon, ben voilà, tu as tout compris. Et donc, le lien, on l'a fait ce soir en peut-être une petite dizaine de minutes. Écologie, numérique, revue de base. Exact, c'est ce que je pense. Et donc, on sort effectivement... Mais moi, je pense que c'est une période absolument incroyable qui s'ouvre devant l'humanité. Il y a des gens qui disent le transhumanisme, pourquoi pas. J'ai parlé un peu de génétique, mais c'est une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui est absolument inconnue en France. Personne ne connaît Emmanuelle Charpentier. Alors que cette dame aura un prix Nobel l'année prochaine ou dans 2 ans. Elle a inventé avec sa copine américaine, qui s'appelle Jennifer Doudna, des ciseaux génétiques. Vous ne connaissez pas, mesdames et messieurs, parce qu'on a encore du monde devant nous, votre génétique, votre génome, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai fait... Normalement, tu n'as pas le droit en France de prendre la décision toi-même, de faire ton séquençage génétique, que ça soit... En France, tu ne peux pas le faire, que ce soit aux États-Unis, en Belgique, chez Laurent Richard, ou je ne sais où. Moi, je l'ai fait. Et je suis passible d'une amende de 15 000 €. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Appel au crowdfunding, Jean-Michel Billot. 15 000 €. Et 1 an de prison. Ah, ça, non, mais ça, c'est la France, ce truc-là. Tu n'es pas libre, alors que ton génome t'appartient, tu n'es pas libre de le faire séquencer, de le mettre où tu veux. C'est quand même une honte. Bon, cette dame a inventé les ciseaux génétiques, tu as un problème quelconque, on a repéré le gène qui déconne, surtout si c'est au début, et ben cette technologie permet de le couper, de le remplacer. Par ailleurs, tu vois où on peut aller maintenant. C'est pour ça que je dis que l'humanité est au pied du mur. Parce que Monsanto et ses graines, ses OGM, etc., c'est de la gnognotte par rapport à l'OGM qui va nous arriver sur les êtres humains. Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Personne. Personne. Tout le monde s'en fout. En conclusion... Mais je peux encore parler longtemps. Mais on va bientôt arrêter et peut-être aller se reposer un petit peu. Ah oui, j'ai 2 startups à présenter. J'ai une... présente tes startups, puis après on conclut. La première dans laquelle je suis dans ces startups, parce que moi j'ai une vocation sur cette terre, c'est d'être advisor. Je sais faire que ça. Tu es un entrepreneur. Sauf dans mon ménage où c'est ma femme qui est advisor et pas moi. Donc le premier s'appelle Erwan Kerotem, qui a mis sur pied une plateforme. Je pense que dans 3 ans, on pourra parler avec n'importe qui dans le monde sans comprendre sa langue, sans apprendre sa langue, uniquement avec son smartphone. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire au niveau business pour les Français. Donc, grand progrès. Notre ami Erwan fait ça pour la vidéo, le sous-titrage et le voice-over. Donc
Il est cul et chemise avec IBM aujourd'hui. Et on est donc, il va lancer toute son opération début d'année prochaine. Et ça s'appelle MediaWen, W-E-N. D'accord. Donc c'est eux qui ont fait ma web TV d'ailleurs. Et l'autre qui s'appelle Christophe Girardier, qui est un peu énervé ce soir, hein, donc il faut le laisser un peu dans son coin. Alors lui, il ne faut pas que je me trompe. Qui tient le manche aujourd'hui? Celui qui tient le manche, ce n'est pas les entreprises qu'on a entendues ici. Ça, c'est terminé. C'est le citoyen qui tient le manche. Et je vais te faire une petite démo. Tu vois, j'ai un bout de carton que j'ai trouvé sur une table. Ça, c'est un produit fabriqué par des êtres humains. Pour faire ce bout de carton, on a peut-être battu des arbres, on les a mis, on les a fait macérer, on a mis tout un tas de trucs, on les a coupés, puis on a imprimé des choses avec de l'imprimante, avec de l'encre X ou Y. Ce bout de carton a une empreinte environnementale, qui n'est pas seulement que le CO2. Le CO2, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Non. Hein, quand tu vois, c'est Christophe qui m'a cité ça, tu es dans une entreprise où tu as besoin, pour fabriquer ton produit, de faire de l'eau chaude. Beaucoup d'eau chaude. Et pour mettre l'eau chaude à la poubelle, tu l'envoies dans la rivière d'à côté et ça tue les poissons. Ça, c'est un autre indicateur d'empreinte. Notre ami Christophe est en train de mettre sur pied, c'est un scoop que je vous donne là, de mettre sur pied une start-up qui va s'appeler, on peut dire le nom? Bah tiens, dis-le. YouCan. Donc c'est une où c'est les gens, c'est pas les mecs qu'on a vus là, qui vont décider si ça c'est bien ou pas bien en fonction de l'algorithme qu'il va mettre sur pied, qui a commencé de mettre sur pied, il ne le sait pas encore, mais un jour il va travailler avec le Watson d'IBM. Et les entreprises vont être obligées de s'y mettre. Et les lobbies et tous ces machins-là, c'est terminé. Ça, c'est pour dans 5 à 10 ans. Et ma conviction, c'est que ce sera aussi le sujet des COP. Et c'est pour ça que les COP réussiront quand la démocratie... Une dernière petite question, Jean-Michel. J'ai une fille qui m'a dit il n'y a pas longtemps, elle a 11 ans, « Papa, je suis content de ne pas être né avant. » C'est sympa. Oui, est-ce que tu penses que sa propre fille, dans 30 ans, 20 ans, pourra lui dire la même chose? Oui, parce qu'elle sera sur Mars. Voilà. Et ma fille, la suite, c'était parce que Internet n'existait pas. J'ai été ravi de te revoir, Jean-Michel. Bah, écoute, je te souhaite un bon retour. Bon, en tout cas, on s'est bien marré. À bientôt. Je sais pas.